C'est l'histoire d'une amitié entre deux exclus de la République française. L'histoire est au cœur du nouveau roman d'Abdallah Taïa. Bonsoir Abdallah Taïa. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde, vous êtes écrivain. Ce roman, il a pour titre La Villante, édition du Seuil. On va bien entendu en parler longuement. Mais d'abord, l'Algérie. On imagine que vous, écrivain marocain, vous suivez de très très près ce qui se passe en Algérie. Quel regard portez-vous sur ce qui se passe en ce moment partout en Algérie ? En fait, j'ai l'impression que les dirigeants arabes, certains dictateurs arabes, n'arrivent toujours pas à admettre que les peuples arabes se sont réveillés, et bien réveillés depuis plusieurs années. Alors ils essayent de les mater, de leur donner des aides sociales et tout ça. Ils croient qu'ils vont s'endormir de nouveau. Et nous avons là, avec l'Algérie, une preuve supplémentaire que les Arabes, ils ont le feu en eux et que ça ne va pas marcher si on essaie de les acheter de nouveau. Ce que les Algériens font depuis quelques jours, depuis quelques semaines, montre à quel point le printemps arabe est réel. Il n'est pas mort, il continue et les autres dirigeants arabes devraient se méfier. Alors vous dites aide sociale, c'est vrai que le pouvoir algérien a souvent joué sur ce qu'on appelle la paix sociale, à savoir redistribuer la rente pétrolière en donnant notamment des logements aux plus pauvres, en répartissant un peu la manne. Mais que demandent, à votre avis, aujourd'hui, ces manifestantes et ces manifestants, souvent jeunes, que l'on voit dans la rue ? Je pense qu'ils ont conscience de ce qui se passe dans le monde. Ils sont capables de lire le monde politiquement, même quand ils n'ont pas accès aux études ou bien aux études supérieures. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on sait tout ce qui se passe. Donc, j'ai l'impression que les dirigeants arabes sont en retard, très en retard sur le peuple arabe. Le peuple arabe, pour moi, sont réveillés. Et là, ce que font les Algériens, non seulement inspirant, grandiose, mais je pense que ça va faire Ça peut avoir des répercussions au Maroc, dans un sens ou dans l'autre, ou pas d'ailleurs, selon vous. Mais on a déjà eu au Maroc, l'année dernière, le mouvement du Rif. Alors certes, ça a été maté, et peut-être on a l'impression que ça a été oublié, mais pendant des mois et des mois, il y a eu un mouvement qui dénonçait ce qui se passe au Maroc, c'est-à-dire l'exclusion des plus pauvres. Voilà. Donc, vous aviez dit, Abdallah Taïa, quelques années après les printemps arabes sur TV5 Monde, le printemps arabe, ce n'est pas une vague romantique. 8 ans après, les situations, on le voit, sont bien différentes entre la Tunisie et la Syrie, où les situations sont diamétralement opposées. Vous, pour l'avenir de ces peuples dont vous parlez, arabes, berbères, et plus largement dans l'espace arabo-musulman, vous êtes plutôt optimiste, plutôt pessimiste ? Je suis très optimiste pour la simple raison qu'il y a eu le printemps arabe en 2010-2011 et que jusqu'à aujourd'hui, on voit qu'il est dans les consciences et dans les cœurs des Arabes. Il y a un point de non-retour. Et c'est ça ce que les dirigeants arabes ne veulent pas comprendre. Ils croient que les Arabes sont encore des gens qu'on peut ensorceler et endormir de nouveau. Tout ça, c'est du passé. Il faut vraiment trouver des solutions. Il faut vraiment écouter les peuples, sinon... Vous dites écouter les peuples, vous êtes parisien, on va le voir, puisque votre roman se déroule à Paris. Peut-être une question d'ailleurs sur le mouvement des Gilets jaunes. On a le sentiment que désormais, les peuples n'hésitent plus à descendre dans la rue pour obtenir gain de cause. En France, la question est beaucoup plus complexe, plus compliquée, parce qu'il s'agit des classes sociales. On a l'impression qu'il y a la liberté et l'égalité en France, mais en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que cela, qu'il y a une exclusion des Français blancs, qu'on ne voit même pas ni à la télévision, ni traités dans les grands journaux parisiens, et qui, à un moment donné, eux aussi, à force d'être ignorés, méprisés, vus d'en haut, comme on dit, à un moment donné, il faut qu'ils parlent. Et, le problème, c'est qu'on ne veut toujours pas les entendre. Même en France, on fait tout pour délégitimer cette voix en colère. Et on dit ils sont en colère. Voilà, comme si la colère était quelque chose de négatif. Alors, votre roman se passe donc à Paris. Vous racontez l'histoire d'un homosexuel parisien d'origine marocaine. Il a 40 ans et sa voisine, qui est une dame très âgée. Peut-être d'abord quelques mots sur l'un de vos héros, donc Mounir. Quel est son quotidien ? Mounir, c'est un Marocain qui a immigré en France, qui a fait de grandes études, qui a obtenu un doctorat en littérature française sur Fragonard, un peu comme moi, et qui se destine à devenir professeur, mais qui se rend compte, arrivé à l'âge de 40 ans, qu'il n'est pas si intégré que ça à la France, et que pour s'intégrer, il faut donner des gages un petit peu à la France, il faut presque s'oublier. Alors le hasard le fait arriver au quartier très chic et très bobo parisien de la rue de Turenne. Et là, il se retrouve devant une personne encore beaucoup plus exclue que lui, qui est Madame Marty, qui survit, oubliée de la France, de tout le monde. Elle a plus de 80 ans et elle habite au dernier étage, un 14 mètres carrés. Juste au-dessus de lui ? Juste au-dessus de lui, avec des toilettes sur le palier. On croit rêver, mais c'est des choses qui existent encore en France. Personne ne rend visite à cette femme. Et cette femme, dans un premier temps, elle dérange énormément le Marocain qui habite en dessous de chez elle. Pourquoi ?
Parce qu'elle fait du bruit, elle marche, elle fait des bruits de la vie et cela empêche le Marocain de dormir. Ouais. Et après quelque temps... ils vont se lier d'amitié. Dans un premier temps, il trouve en elle une alliée d'hystérie, si je peux dire. Ouais. Voilà, il crie, elle crie et leur amitié va se développer ainsi, jusqu'à un point où... à un moment donné, excédée, elle va appeler la police pour arrêter Mounir. Ouais. Et c'est ce qui va faire basculer aussi bien le héros que le roman vers un territoire fantastique, de science-fiction, mais qui en même temps dit beaucoup sur ce qui se passe en France depuis les attentats de 2015. On a oublié de dire, c'est dans la France post-attentat, post-2015. Hein. Oui, c'est-à-dire un espace où... on est à la fois sommé de se justifier, dire qu'on est, et en même temps, ce qu'il faut dire, c'est juste pour faire plaire à certains. Et évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde. Donc du coup, ce qu'on présente de soi-même, on ne sait même plus ce que c'est. On vit dans un espace-temps où on ne s'entend pas, on ne s'écoute pas. Et il n'y a que les cris, les bruits qui sont là en permanence, La méfiance aussi. Beaucoup de méfiance, d'autres types d'exclusion qui viennent aussi de certaines intelligentsias de la France, il faut bien le dire, qui, pour défendre la liberté, n'hésitent pas à stigmatiser d'autres populations de ce pays et c'est ce qui arrive aussi à Mounir, parce que même s'il est intellectuellement intégré d'une certaine façon à la grande culture française, il n'en demeure pas moins qu'il ne se sent pas totalement accueilli. Vous disiez donner des gages sans cesse chez Mounir et chez bien d'autres. Qu'est-ce que ça provoque? Une sorte de schizophrénie, au fond, dans le quotidien? C'est plus qu'une schizophrénie, c'est un sentiment d'autocensure. Voilà. C'est à la fois, on croit à la liberté, mais en même temps à condition de présenter les bonnes définitions de cette liberté par certaines personnes. Et je pense que ni Madame Marty, parce que c'est un livre avec deux héros, aussi bien Madame Marty, la vieille française qui rappelle un peu Madame Rosa de La vie devant soi de Romain Gary, que Mounir, qui est un Marocain qui a cru au rêve français et qui se retrouve poussé lui aussi vers la marge, poussé vers un autre territoire où il va essayer de trouver autre chose. Vous l'avez dit, tout bascule dans le roman au moment où Madame Marty va téléphoner à la police, Mounir va avoir des problèmes avec la justice, on ne raconte pas tout, mais là on va basculer dans le fantastique. On ne vous connaissait pas trop sous ce genre littéraire. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous y engouffrer? C'est pas de la science-fiction non plus, mais c'est juste cette idée que on ne sait pas si on est dans le réel ou dans l'imaginaire. Voilà, le roman maintient cette ambiguïté jusqu'à la fin. On ne sait pas si le personnage de l'inspecteur Antoine existe réellement ou bien Mounir, poussé par tout ce qui se passe en France, invente ce personnage pour se débarrasser de la peur qu'il éprouve face aux policiers français, face aux militaires qui sillonnent les rues françaises et pour protéger la France d'une certaine menace et que lui, il incarne malgré lui. Merci beaucoup Abdel Ataya d'être venu nous parler de votre nouveau roman La Villante. C'est aux éditions du Seuil et il sort aujourd'hui en librairie et bien entendu on peut l'acheter également en ligne sur internet. Merci beaucoup Abdel Ataya, merci.